Il faut d'abord que tu aies accès aux Bilderbergers. Il y a 1600 Bilderbergers dans le monde. Qui sont les Bilderbergers? D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre en 1954 s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande. Et que le président permanent des Bilderberger est le prince Bernard. Bon, le prince Bernard qui contrôle une partie importante de l'économie européenne, et ensuite la reine Juliana, dont les intérêts dans le Dutch Shell Oil Industries et sa propriété personnelle, finalement regroupe sous l'égide du prince Bernard des personnes aussi reconnues, n'est-ce pas, que les Onassis, les Kennedy, pour les Canadiens c'est Cyrus Eaton, vous avez d'autre part John Foster Dulles, les Rothschild, le président Giscard d'Estaing qui était d'ailleurs membre éminent de la loge française, et vous avez Margaret Thatcher, évidemment, qui est à la tête des Round Tables. Vous avez également Henry Kissinger, Robert McNamara, les Warburg, qui contrôlent toute la partie de l'économie concernant l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ainsi que l'économie de l'Allemagne. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? La source par laquelle les illuminati s'insèrent dans les gouvernements nationaux, c'est quand un pays, dans une situation économique, emprunte des sommes colossales, dont ils ne peuvent pas payer les intérêts, encore moins le capital, et qu'alors, au lieu de mettre un pays en déficit, eh bien, on le met en situation de négocier tel ou tel pouvoir. Et une fois que tu as négocié le pouvoir des 5 principaux ministères, tu as le contrôle du pays. Or, le Time Magazine, depuis à peu près 4 mois, ne cesse de nous montrer l'état complètement déficitaire de 37 pays. Et on oublie souvent que le nom du Canada apparaît dans cette liste. Parce que le Canada n'a pas seulement un déficit de 30 milliards, ça c'est le chiffre officiel qui nous est donné, ça c'est le déficit d'opération. Et le déficit réel du Canada est de 496 milliards. Ce que vous dites, Père Jean-Paul, oui, c'est que les banquiers mondiaux, les financiers mondiaux prêtent de l'argent au gouvernement pour des grands projets, des méga-projets, ainsi de suite. Et ensuite, les gouvernements ne peuvent repayer ces intérêts, ne peuvent repayer ces capitaux. Oui. Ils sont donc obligés de donner autre chose aux banquiers mondiaux en échange. Et ce qu'ils leur donnent, c'est la mainmise sur certains pouvoirs. Ça, c'est sur le plan économique. Mais la même chose est vraie sur les autres plans, sur le plan politico-militaire, sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Est-ce dans ce sens-là, Père Jean-Paul, que vous parlez d'une mainmise mondiale? Oui, tout à fait dans ce sens-là. Et d'ailleurs, remarquez bien que ce n'est pas une conclusion à laquelle j'arrive en huluberlu comme le résultat de ma propre construction mentale. C'est déjà depuis longtemps à l'étude, et le Canadien qui a le plus contribué à cette étude est William Guy Carr, dont les 2 volumes sont extrêmement importants, Pawns in the Game et Red Fog over America. Et l'autre ouvrage d'une importance capitale pour comprendre comment fonctionnent ces diverses alliances, c'est The Rockefeller Secret File, la filière secrète des Rockefeller, par Gary Allen. Mais nous reviendrons là-dessus à une autre émission. Père Jean-Paul, une dernière question, mais très rapidement. Comment sont organisés les Illuminati pour atteindre leur objectif de la mainmise mondiale? Dans un mot, et nous commencerons là dans notre prochaine émission. Dans un mot, c'est par un filet, un réseau de communication qui permet d'avoir une interinfluence dans les différents secteurs et par l'interinfluence, le contrôle absolu de toutes les décisions qui se prennent. Et voilà, chers amis, une première émission dans une série qui veut examiner toute cette question de la mainmise mondiale, d'une conspiration universelle,
d'un complot mondial, la franc-massonerie, les capitalistes, les communistes en ligue. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire pour avoir plus de renseignements, nous donner vos opinions. Revenez la semaine prochaine. One bank, one army, one center of power. And if we have learned anything from history, it is that power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. This is Aaron Russo, a filmmaker and former politician. To his left is Nicholas Rockefeller of the infamous Rockefeller banking and business dynasty. After maintaining a close friendship with Nicholas Rockefeller, Aaron eventually ended the relationship, appalled by what he had learned about the Rockefellers and their ambitions. I got a call one day from an attorney woman I knew, and she said, would you like to meet one of the Rockefellers? I said, sure, I'd love to. And we became friends, and he began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said that there's going to be an event there, and out of that event, you're going to see, we're going to go into Afghanistan, so we can run pipelines from the Caspian Sea. We're going to go into Iraq to take the oil and establish a base in the Middle East, and we're going to go into Venezuela and try and get rid of Chavez. And the first two they've accomplished. Chavez they didn't accomplish. And he said you're going to see guys going into caves looking for looking for people that they're never going to find. You know, he was laughing about the fact that you have this war on terror. There's no real enemy. He's talking about how by having this war on terror, you can never win it because it's an eternal war. And so you can always keep taking people's liberties away. And I said, how are you going to convince people that this war is real? He said, but the media can convince everybody it's real. I mean, you know, it's just that you keep talking about things. You keep saying it over and over and over again, and eventually people believe it. You know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies. You create 9/11, which is another lie. Through 9/11, then you're fighting a war on terror, and now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie, and now they're going to do Iran. You know, and it's all one thing leading to another, leading to another, leading to another. Now, I would say, to them, what are you doing this for? What's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and you take care of your family. And then I said to him, what are the ultimate goals here? He said, the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip, and have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off their chip. That's right, microchipped. In 2005, Congress, under the pretense of immigration control and the so-called war on terrorism, passed the Real ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a Verichip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip, which many people have already been manipulated into accepting under different pretenses. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. In the end, everybody will be locked into a monitored control grid where every single action you perform is documented. And if you get out of line, they can just turn off your chip, for at that point in time, every single aspect of society will revolve around interactions with the chips. This is the picture that is painted for the future if you open your eyes to see it. A centralized one-world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed. The most incredible aspect of all, these totalitarian elements will not be forced upon the people will demand them. For the social manipulation of society through the generation of